Bonjour à tous. Voilà, donc nous avons fait donc un deuxième schéma, donc celui d'en haut puis celui d'en bas là. Ensuite, donc ça c'est un générateur de signal rectangulaire asymétrique ou oscillateur asymétrique si vous préférez, de la 5e expérience de la pratique 7. Lorsque la LED L0 est allumée. Donc nous avons 1 en sortie, mais à l'entrée du tritzeur de Schmitt, nous avons 0. En d'autres termes, ça veut dire que D1 conduit à travers de la résistance RA et charge le condensateur en même temps. La diode D2 est bloquée pendant ce temps-là. Mais lorsque L0 est éteinte, là nous avons 0 en sortie de tritzeur de Schmitt et nous avons 1 à l'entrée de tritzeur de Schmitt à la brosse 3. La diode D1, la diode D2, excusez-moi, la diode D2 conduit dans ce cas-là et la diode D1 est bloquée. Pendant ce blocage, le condensateur se décharge à travers soit D1 ou soit D2, peu importe, parce que c'est pendant l'extinction et pendant l'allumage, le condensateur se décharge. Pendant l'allumage, le condensateur se charge, mais pendant l'extinction, le condensateur se décharge. Il faut bien se rappeler, se décharge négativement. Donc, il peut se décharger à travers de la diode D2. Si c'est positivement, il peut se décharger aussi positivement, mais en principe c'est très rare parce que c'est négativement. C'est pourquoi qu'on polarise le condensateur. Moins d'un côté et plus de l'autre côté. Donc c'est un condensateur électrolytique au total de 1 microfarad. Pour trouver donc l'extinction et l'allumage en même temps, à l'allumage, la LED reste allumée pendant 0 secondes 52 et l'extinction 0 secondes 11. Il suffit de faire T divisé par T est égal à 1 divisé par F, où F est égal à 1 divisé par T. Et vous trouvez donc la fréquence, ou si vous voulez trouver donc T, donc la période, donc T est égal à 1 divisé par F. Donc divisé par F, et vous trouvez donc la période. Donc pendant l'allumage, donc je répète, donc reste allumé pendant 0 secondes 52, et pendant l'extinction de la LED L0, 0 secondes 11. Et pendant ce temps-là, le condensateur se décharge. Si la LED L0 est éteinte, bien sûr. Donc c'est pour vous dire que le condensateur se décharge très vite. Donc je répète, donc pendant l'allumage, nous avons 1 en sortie de tritzeur de Schmitt, bien sûr, donc le code binaire 1. En sortie, en sortie, nous avons bien 1. À l'entrée, à la brosse 3 du tritzeur de Schmitt, nous avons 0. Donc la diode D1 conduit. Donc c'est une diode 1N 4148 exactement, puisqu'il y a très peu de milliampères. Donc il faut, lorsque vous choisissez les composants, donc je mets mon schéma comme ça, j'espère qu'on peut voir, oui. Donc lorsque vous choisissez donc les composants, il faut calculer l'intensité de façon à trouver qu'est-ce qu'on peut mettre comme diode. Donc ça c'est à vous de voir. Moi j'ai mis donc un N4148 parce que l'intensité est extrêmement très faible. Donc je répète, donc pendant le tritzeur de Schmitt, lorsque la LED L0 est allumée, donc à la brosse 4, donc à la brosse 3, nous avons 0 automatiquement. D1 conduit
par l'intermédiaire de RA. Ensuite, on charge le condensateur, c'est 1 microfarad. Et pendant l'extinction, avant donc D2 ne conduit pas, D1 conduit. Hein. D2 ne conduit pas, donc là, c'est là que le condensateur va se décharger négativement à travers la diode D2. Sinon, pendant l'extinction de la LED L0, donc nous avons 0 en sortie du tritzor de Smith à la brosse 4 et à la brosse 3 nous avons 1. Donc la diode D2 est bloquée et c'est la diode D1 est bloquée, excusez-moi, la diode D1 est bloquée et la diode D2 conduit. Recharge le condensateur et ainsi de suite. L0 s'allume, elle s'éteint. Pendant qu'elle s'éteint, si nous avons 0 ici en sortie du tritzor de Smith, c'est toujours la diode D2, elle conduit, et le condensateur peut se décharger aussi par la diode D1. Donc, si L0 est allumé, nous avons 0 à l'entrée, donc D1 conduit à travers de la résistance R1 ou RA, charge de condensateur et ensuite D2 est bloqué, c'est comme si que l'interrupteur était ouvert. Voilà, donc là il n'y a aucun courant qui circule. Et pendant ce temps-là, le condensateur se décharge à travers de la résistance et à travers de la diode, bien sûr. Et pendant l'extinction qui dure 0 seconde 11, donc la diode D1 bloquée, elle reste bloquée cette fois-ci, et c'est la diode D2, elle conduit, ce qui permet de recharger le condensateur. Voilà pendant l'extinction. Ensuite la LED elle s'allume et ainsi de suite, le condensateur se charge, ensuite le condensateur se décharge, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut savoir que les deux diodes ne conduisent pas en même temps, attention. Oui, parce que vous avez une diode pour l'allumage de la LED et une diode pour l'extinction de la LED. Donc, d'où l'oscillateur asymétrique. La LED reste allumée plus longtemps que par rapport à l'extinction de la LED, oui. Donc, si elle reste allumée, donc c'est D1 qui conduit. Si elle reste éteinte, c'est D2 qui conduit. Voilà. Donc, je vais répéter pour une dernière fois. Donc, L0 reste allumé. Dans ce cas-là, si L0 est allumé, à la brosse 4 du tritzor de Smith, à la brosse 3, nous avons 0. Nous avons 0, donc dans ce cas-là, D1 conduit et D2 est bloqué. Et pendant cela, on charge le condensateur à travers de D1, bien sûr. Si L0 s'éteint, dans ce cas-là, D1 est bloqué, D2 conduit. Ce qui permet donc la décharge du condensateur dans ce cas-là. Et l'allumage aussi de la LED. Il faut savoir que lorsque la LED s'éteint, le condensateur se décharge automatiquement pendant l'extinction de la LED. Voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris. Donc, 1 en sortie lorsque la LED est allumée. Donc, D1 conduit et D2 reste bloqué. Si L0 est éteinte, dans ce cas-là, c'est D1 qui est bloqué, mais D2 conduit. Les condensateurs se chargent, se déchargent, et ainsi de suite à travers de la diode D2 ou de la diode D1, peu importe. Non, en tout cas, le condensateur
se charge et se décharge à travers de la diode D2. Hein, donc, et ensuite, bon, si la LED L0 est allumée, donc en sortie du tridiode de Smith, la brosse 4, donc dans ce cas-là, c'est D1 qui est bloqué, D1 qui est conducteur ou conductrice, et un N4148, donc ça c'est la référence de la diode, traverse la résistance RA pour charger le condensateur C. C'est égal à 1 microfarad. Donc je vous redonne la formule, F est égal à 1 divisé par T multiplié par 1,1. C'est un coefficient de rattrapage. Donc L0 va s'allumer pendant 0 secondes 52 et reste éteinte pendant 0 secondes 11. Donc c'est extrêmement rapide. Vous pouvez donc calculer donc la période totale, hein, c'est-à-dire 0 secondes 52 plus 0 secondes 11. Dans ce cas-là, ça fait 0,63. C'est-à-dire 0 secondes 63. Donc à peine une seconde. Donc, je répète pour une dernière fois. L0 est allumé. Si L0 est allumé, nous avons 1 en sortie de tridiode de Smith et à la diode D1 conduit et charge le condensateur à travers de la résistance RA qui est de 470 kΩ. Et D2 est bloqué, bien sûr. Pendant l'extinction de la LED L0, là c'est l'inverse, donc D1 est bloqué, puisque nous avons 0 en sortie du tridiode de Smith et 1 en sortie. Et 1 à l'entrée du tridiode de Smith. Donc la diode D1 est bloquée, mais c'est la diode D2, elle conduit, qui permet de recharger le condensateur. Mais pendant l'extinction, le condensateur se décharge à travers de la résistance RA, par exemple, et à travers de la diode D1. Mais soyez donc, réfléchissez bien au niveau de l'oscillateur asymétrique. Vous verrez que c'est facile à comprendre. Hein, vous verrez si la LED L0 s'allume, hein, automatiquement vous avez un 1 ici, vous avez 0 ici. Donc la diode D1 conduit à travers de la résistance RA, charge le condensateur et la diode D2 est bloquée. Si maintenant que L0 est éteinte, c'est la diode D1 qui est bloquée, mais la diode D2 est conductrice et le condensateur peut se décharger à travers la diode D1. Voilà, donc, et à travers, bien sûr, à travers de la résistance RA également. Donc, D2 conduit dans ce cas-là. Voilà. Mais en aucun cas, les deux diodes ne conduisent en même temps. Attention, vous avez une charge pour l'allumage du condensateur. Et donc, cette diode-là, c'est pour l'extinction de la LED, si vous préférez. C'est pourquoi que vous remarquez bien sur le schéma, c'est pourquoi que nous avons mis donc une résistance de 470 kΩ, la résistance donc 470 RA, nommée RA, et RB, la résistance RB est de 100 kΩ. Vous voyez, donc d'un côté c'est 470 et de l'autre côté c'est 100 kΩ. Voilà. Donc pour ce principe d'oscillateur asymétrique. Pardon. Ici, vous avez donc une résistance de 2 mégohm 2 que je vous ai expliqué, c'est pour éviter donc d'influencer sur la bascule. Alors, si nous avons 0 ici, que j'ai oublié de vous dire, donc nous avons 1 ici, hein, donc à l'entrée de la brosse 1 du tridiode de Smith. Voilà. Mais ceci étant dit, donc si nous avons 1 ici, nous avons 0 ici, donc 0 ici, nous avons 1 ici, L0 allumé, ce qui permet donc de faire conduire la diode D1
et D2 est bloqué et charge le condensateur en même temps. Si L0 est éteinte, D1 est bloqué et D2 conductrice. D2 conductrice, un N 4148. Voilà. Et le condensateur se charge et se décharge également à travers de la résistance RA et ainsi de suite. Voilà. Donc pour l'oscillateur asymétrique. Nous terminons donc avec cet oscillateur parce que je vais vous faire montrer sur la pratique et parce qu'ensuite j'ai une deuxième pratique à faire. Voilà, donc j'avais bloqué donc ça provisoirement, donc voilà, donc que je règle pour vous faire montrer, donc voilà, donc on va attendre, parce que je vois run, donc exécution, ça veut dire donc j'attends un petit peu. Voilà, donc, donc on va le diminuer un petit peu, voilà, donc on va le mettre sur le... Encore que je vais attendre un petit peu, voilà, donc vous voyez donc la LED L0, elle s'allume plus longtemps que par rapport à l'extraction. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire montrer. Alors ici donc nous avons donc un Tritizer de Smith, hein, c'est M74C14. Hein. Nous avons 2 diodes et 2 résistances. Hein. Donc la première résistance se trouve ici et la deuxième résistance se trouve là. Voilà, donc pendant donc l'extinction, hein, donc je regarde pour voir, donc enfin bref, donc peu importe, donc il reste sur run, donc peut-être l'amplitude est peut-être trop élevée, donc je suis à 973 watts, d'accord, ok. Bon, mon 97, pourquoi qu'il m'a dit que ça lui 45, bon, peu importe, parce que l'amplitude est trop... C'est-à-dire que quand c'est asymétrique, c'est plus embêtant à voir les courbes. Donc on va décaler cela, on va essayer de rattraper avec ça, donc on va mettre plus loin. Ah voilà, donc on va mettre plus loin ça. Voilà, donc on va se mettre à peu près ici. Donc je voudrais bien savoir pourquoi qu'il reste. Voilà. Voilà le petit coquin. Il était déréglé lui. Bon, on va le régler correctement à peu près. Bon, ça c'est l'oscillateur qui bat, hein, donc qui commute, hein, donc voilà, qui commute, on va le régler correctement. Voilà, donc on va diminuer l'amplitude quand même. Voilà, donc ici, donc vous avez le front montant là qui se trouve en bas, hein. Le front descendant en bas, excusez-moi. Donc décidément, enfin peu importe. Donc ici on va le régler sur voilà. Donc ici on va diminuer l'intensité. Ah oui, d'accord. C'est trop élevé l'intensité. Donc voilà, donc on était donc à 80 à 85%. D'accord. Voilà, donc nous avons donc le front montant ici, et nous avons donc bien sûr le front descendant sur l'oscillogramme. Hein. Là donc
les sortes de parasites que vous avez là, donc c'est la charge et la décharge de deux condensateurs. Hein, voilà, donc vous voyez donc la charge de condensateur et ensuite la décharge qui remonte vers le haut, vers le front montant. Hein, donc je répète, donc vous avez le front descendant avec la décharge de deux condensateurs et la charge de deux condensateurs vers le haut. Voilà, vous avez le front montant qui se décharge vers le front descendant et ensuite on recharge le condensateur. Et ainsi de suite comme ça. Donc cette courbe-là, pourquoi donc attendez, ah bah oui, naturellement la brosse 4 était débonsée, que vous n'avez pas vu d'ailleurs, et pourtant je l'avais boncé correctement, donc que je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà, donc on va mettre donc décidément donc, on va le reboncer. On va le reboncer à la brosse. Voilà. Donc c'est quand que je tire sur ma sonde, ça. Voilà, donc je la laisse comme ça. Voilà. Bon, c'est pour ça que j'avais du mal à régler. Ça, c'est la décharge exponentielle là qu'on voit là. Hein. Donc, vous vous rappelez de ça, je pense. Voilà. Donc, voilà, on va se mettre ici. Donc, c'est normal que vous voyez donc le trait large. Hein. Donc, et ça c'est normal. Voilà où c'est que je vais là. Donc voilà, donc on va mettre ça ici. Voilà, pour que ça soit bien calibré. On va donc mettre ça. Alors, ici, on va faire cela. Mais là, sur 2 secondes, ça va pas aller, non. Parce que vu que je vous explique pourquoi, donc voilà, donc ça c'est le basculement. Bon, donc ça on va le régler, voilà, dans ce sens-là à peu près. Donc alors ça c'est le basculement, c'est-à-dire que la LED, là, je cherchais le mot crayon noir. La LED donc donc le condensateur se décharge très rapidement lorsque la LED à l'extinction, qui est de 0 seconde 11 à l'extinction, donc 0 seconde 11, voyez-vous, donc ça va très vite. Et pendant l'allumage, elle reste allumée 0 seconde 52. Voilà, donc à peine une seconde. Vous voyez, donc ça c'est la décharge du condensateur, donc la courbe exponentielle de décharge. Voilà. C'est là que je voulais que je puisse vous faire montrer cette courbe-là. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, parce que le temps que je démonte et que je remonte l'autre schéma là, donc ce schéma là, donc c'est le bascule MM.34C 175. Hein, donc ça c'est relativement facile puisque CP1, hein, donc on arrive avec 1 Hz ici à l'entrée de l'inverseur. Et donc nous avons 1, nous avons 0 ici, puisque nous avons une bulle aussi, donc 0 à l'entrée de la bulle, et en sortie, nous avons 1 de la bulle. Voilà, c'est pourquoi que nous avons mis un inverseur sur la sortie clock. Et donc est branché donc, à l'entrée CP1 du groupe de connecteurs. Ensuite, donc, est branché sur chaque bascule. Hein. Donc, c'est le bascule synchrone, là. Quand on dit synchrone, ça veut dire que les 4 bascules sont branchées en même temps.
lorsqu'on allume SW0 sur la position 1, la LED L0 s'allume et ainsi de suite. Vous verrez donc, je vais terminer la pratique là et je vous expliquerai une deuxième fois. Hein. Donc SW1 ici vous avez SW2 et SW3. Donc je termine donc la pratique là. Donc je vous laisse donc admirer donc la décharge du condensateur, donc la courbe exponentielle. Ici vous voyez donc le temps de la LED L0, elle reste allumée beaucoup plus longtemps que par rapport à l'extinction de la LED L0. Voilà. Donc, duodiode, d'ailleurs, il y a une des deux diodes bloquées, l'autre conductrice, et ainsi de suite, des deux conductrices et des 1 bloqués, ainsi de suite. Mais en aucun cas, les deux diodes ne conduisent pas, bien sûr. Donc, ne conduisent pas en même temps, je veux dire. Hein. Donc, c'est-à-dire que pendant l'allumage, D1 conduit à travers de la résistance RA, charge de condensateur, et lorsque le charge de condensateur, oui c'est ce que je disais bien, et D2 est bloqué. Et pendant l'extinction, D1 est bloqué, D2 conduit. Donc recharge le condensateur et ainsi de suite. Et la décharge se fait à travers la résistance RA et D1. Et pour la décharge aussi, donc quand que la diode conduit, la décharge se fait aussi par des deux. Donc là donc vous avez vu donc l'allumage reste donc la LED L0 donc reste allumée plus longtemps que l'extinction. Voilà ce que l'on appelle oscillateur asymétrique. Voilà, donc je me mets sur pause, le temps de démonter le circuit intégré et les branchements, de refaire donc la deuxième expérience. Voilà, à tout à l'heure. Rebonjour, me revoilà. Avec cette fois-ci le deuxième schéma, mais donc je regarde dans le viseur pour voir si je suis droit. Donc voilà, donc approximatif. Donc je répète pour l'oscillateur asymétrique de la 5e expérience. Hein, donc lorsque la LED L0 est allumée, la diode, donc en sortie, nous avons à la brosse 4, exactement du Trigger de Smith, nous avons à l'état 1 et à l'entrée à l'état 0. Donc la diode D2, la diode D1, excusez-moi, la diode D1 conduit à travers de la résistance RA qui permet de charger le condensateur électrolytique au total, et la diode D2 ne conduit pas. Donc c'est comme si il avait donc un interrupteur ouvert. Pendant l'extinction de la LED, excusez-moi, pendant l'extinction de la LED, D1 est bloqué, D2 conduit, et donc le condensateur se recharge, bien sûr, se charge, se recharge, se décharge, etc., etc. Il fait que ça, lui, hein. Donc c'est pourquoi qu'on met donc un condensateur électrolytique en total. Remarquez toujours que je dis au total, parce que c'est plus précis. Le condensateur électrolytique au total sur les circuits numériques. Voilà, donc à la brosse 4, donc à la brosse 4 du Trigger de Smith, lorsque L0 est allumé, donc D1 conduit à travers de la résistance RA 470 kΩ qui permet de charger le condensateur. Voilà, électrolytique au total de 1 microfarad. Ensuite, la diode D2 est bloquée. C'est comme si que nous avons un interrupteur ouvert.
Voilà, donc sinon pendant l'extinction, donc c'est-à-dire toujours au Trader de Smith à la bourse 4, nous avons 0 dans ce cas-là lorsque la LED est éteinte, donc pendant l'extinction. Et à la bourse 3, nous avons 1. Dans ce cas-là, D1 est bloqué et D2 conduit, ce qui permet donc la recharge de condensateur. Et la décharge peut se faire à travers de la diode D1 via aussi donc la résistance de 470 kΩ. Voilà. Donc je vous rappelle que l'extinction de l'allumage est de 0 secondes 52. Pas pendant l'extinction, c'est pendant l'allumage est de 0 secondes 52. Et pendant l'extinction est de 0 secondes 11 exactement, 0,11, et l'allumage 0,52 secondes. Voilà. Donc maintenant on va passer donc au deuxième schéma. Sur le deuxième schéma, donc c'est un circuit intégré l'ensemble, hein, c'est un MM74C 175, hein, que j'ai d'ailleurs mentionné ici, hein, donc la bascule, 4 bascules. Hein. Donc c'est de la 6e expérience, CP1, donc L7 est branché au CP1 pour voir le signal d'horloge exactement, ce qui permet de visualiser le signal d'horloge. Ensuite, nous avons donc les circuits clock qui sont branchés en parallèle pratiquement, donc synchrone. C'est-à-dire que les 4 bascules fonctionnent les unes après les autres lorsqu'on active SW0, SW1, SW2 et SW3. Ben, je vais commencer par le SW3. Je vais donc activer le SW3 d'abord. La LED L3 va s'allumer. SW2, c'est pareil, si on met sur la position 1, hein, donc je répète, SW3 sur la position 1, L3 va s'allumer, SW2 sur la position 1, L2 va s'allumer, SW1 sur la position 1, N1 va s'allumer, et SW0 sur la position 1, L0 va s'allumer. Voilà. Ça, c'est le rôle de la partie des bascules synchrones. Là, je dis bien, ce sont des bascules synchrones. Voilà, donc ne pas confondre asynchrone et synchrone. Là, ce sont des bascules synchrones. Voilà, ça veut dire qu'ils fonctionnent en même temps, si vous préférez, en fonction de l'interrupteur, bien sûr, que j'ai mis, comment dire, que j'ai mis spécialement pour que vous puissiez vous rendre compte de l'allumage des LED. Je vais commencer donc par SW3, parce que sur le schéma là, donc nous n'avons pas grand chose à dire, hein, puisque ce sont des 4 bascules. Vous avez donc les 4 circuits d'horloge qui sont branchés en parallèle pratiquement, hein, donc en sortie de l'inverseur, bien sûr. Donc il faut savoir que si nous avons ici, donc j'ai oublié de noter, si vous avez une impulsion positive ici, c'est systématiquement nous avons une impulsion négative d'horloge ici, mais si nous avons une bulle, vous avez remarqué, je suppose, nous avons une bulle, donc si nous avons une impulsion négative, c'est systématiquement nous avons une impulsion positive à l'intérieur du circuit d'horloge. Voilà. Donc ce qui revient au même. Donc ça, bon, bah, c'est, comment dire, pourquoi qu'on a mis un inverseur? Bon, c'est tout simplement pour inverser le signal, vu qu'il y avait des bulles ici. Hein, donc on voulait mettre donc un signal impulsion positive, si vous préférez. Donc on arrive avec une impulsion positive ici donc au CP1, impulsion positive, impulsion négative en sortie de l'inverseur, on arrive à la bulle, une impulsion négative,
Et en sortie de la bulle, impulsion positive. Voilà, L0 s'allume, L1 s'allume, L2 s'allume et L3 s'allume en fonction des interrupteurs, bien sûr. Donc on va passer, donc je regarde si je suis bien, voilà, donc si mon schéma est bien centré. Voilà, donc CP1, donc la LED L7 va s'allumer en même temps que CP1, puisque c'est le circuit d'horloge. Et à chaque SW0, à chaque position, sur la position 1, SW0, SW1, SW2 et SW3, vous verrez que les LED vont s'allumer les unes après les autres. Donc là, on arrive vers la partie séquentielle. Donc là, j'ai mis donc, des interrupteurs spécialement pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que ça veut dire asynchrone exactement. Donc asynchrone, asynchrone veut dire synchrone. Donc synchrone, c'est-à-dire que les 4 circuits, tels que là, les 4 bascules, des circuits d'horloge sont branchés en parallèle, dites synchrone. Voilà, donc je répète, synchrone. Donc en sortie, nous avons une impulsion négative et à la sortie de la bulle de la première bascule, c'est une impulsion positive qui se trouve à l'intérieur. Hein. Donc je ne pouvais pas donc tracer tout ça parce qu'autrement ça aurait mis un peu le bordel, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc c'est facile hein, lorsque l'horloge arrive, donc alimente en quelque sorte les 4 bascules en même temps, donc synchrone. Lorsqu'on, avec SW3, interrupteur SW3 en position 1, L3 s'allume, SW2 en position 1, L2 s'allume, SW1 en position 1, L1 s'allume, SW0 en position 1, L0 s'allume. Voilà. Donc nous allons passer à la pratique directement. Voilà, donc nous éteignons. Voilà, donc là, je regarde pour voir si dans le viseur on voit bien. Voilà, donc voilà, donc je vais commencer par la LED L7 ici. Donc vous voyez bien donc la LED L7 elle clignote, puisque remarquez bien ici nous avons mis un fil rouge justement entre le point comme 1 et le signal et la fréquence 1 Hz. Donc je répète, comme 1 branché avec 1 Hz, avec la fréquence 1 Hz. Donc l'allumage de la LED est de 0,5 secondes, donc 1 demi-seconde, et l'extinction, c'est exactement pareil, 0,5 secondes. Donc 0,5 secondes multiplié par 2 est égal à 1 seconde. Voilà, donc ceci étant dit, donc vous voyez donc pas mal de fils. Donc j'ai mis des fils donc assez longs pour aller plus vite en quelque sorte, et enfin de mon côté. Et ici le fil rouge que j'ai mis en plus là, le fil rouge c'est le circuit d'horloge. Hein. Voilà, donc le grand fil rouge que vous voyez là, donc c'est le circuit d'horloge. Hein. Voilà, ce qui permet donc d'alimenter L7 en même temps, puisque L7 est relié grâce au fil noir ici, hein, qui est branché avec le fil vert dans le même trou, je dirais, en quelque sorte, voilà, enfin dans l'insertion, donc exactement pareil, avec le fil rouge, hein, c'est bien ça. Donc L7 s'allume et elle s'éteint. Voilà, donc maintenant j'ai dit donc que je commençais par SW3. Regardez bien donc L3. Elle doit s'allumer à l'instant que la LED s'allume. Donc c'est pas tellement
évident à voir, hein. Donc, c'est pendant le front montant, elle doit s'allumer la LED L3. Voyez-vous, donc là, on l'a bien vu. Pendant que la LED était allumée, L3 s'est allumée. Regardez bien donc la LED L2. L2 s'allume en même temps que l'allumage de L7. L1 maintenant. Voilà. Donc L1 s'allume en même temps que le front montant de la LED L7. Pendant que la LED L7 s'allume, la LED L1 s'allume. Reste L0. L0 s'allume en même temps que L7. Je répète, j'éteins donc les 4 interrupteurs, SW3 qui allume L3. L3, c'est pas tellement évident. SW2 de la position 0 à la position 1, L2 s'allume en même temps que la LED L7. Elle s'allume donc pendant le front montant, hein, je tiens à le préciser. Donc N1 c'est exactement pareil, elle s'allume en même temps que la LED L7 et L0 c'est pareil, vous voyez donc elle s'allume pendant le front montant de la LED. C'est-à-dire pendant qu'elle reste allumée, les LED, elles s'allument les unes après les autres, ce qu'on appelle synchrone. Voilà. Je voulais que vous le sachiez. Donc on peut mettre sur n'importe quelle position les interrupteurs, vous verrez. Donc là, SW3, donc 0 sur la position 1, donc L3 reste allumé. SW2 sur la position 0, donc L2 est éteinte. SW1 sur la position 1, L1 la LED L1 est allumée et SW0 sur la position 0, L0 est éteinte. Voilà. Donc si nous allumons, donc je refais donc la dernière expérience. Là donc SW3, vous voyez donc la LED L3 s'allume. Et SW2, elle s'allume. Pendant que L7 s'allume. L1 est allumé lorsqu'on met bien sûr SW1 sur la position 1. Et là donc, vous voyez bien là, donc L0 s'est allumé en même temps que L7. Donc les 4 interrupteurs, SW0, SW1, SW2, SW3 sur la position 1. Systématiquement, L3 est allumé, L2 est allumé, L1 est allumé et L0 est allumé. Voilà. L0, N1, N2, L3 est égal à H, à l'état 1. Alors s'il fallait donc le convertir en binaire, donc là nous avons 1, 1, 1, 1. Et s'il fallait faire une conversion en hexadécimal, ici nous avons des afficheurs hexadécimaux qu'on verra par la suite, ce sera marqué la lettre F. F est égal à 4 fois 1. 1, 1, 1, 1, donc est égal à F. Mais ça, on verra cela plus tard. Un peu plus tard, voilà. Donc d'abord, je voudrais vous expliquer sur les compteurs ensuite. Donc ensuite de cette notion-là. Donc sur la prochaine pratique, nous aurons donc l'alimentation à monter. Donc je démontrerai dans cette plaque-là pour faire montrer comment que c'est monté à l'intérieur. C'est moi-même qui l'ai fabriqué le Digilap. Et vous verrez que comment que c'est câblé. Voilà. Donc sinon pour cette 7e pratique et la dernière pratique numéro 7, bien sûr, parce que cette pratique-là sera terminée, la pratique 7, puisque l'autre pratique suivante, ce sera donc le montage d'alimentation.
Donc, c'est pas bien compliqué, hein. Donc, je vous expliquerai sur le schéma. Voilà, donc, je mets les 4 interrupteurs sur la position 0 et je recommence. Donc, SW3, L3 s'allume, SW2 à la position 1, L2 s'allume, SW1 de 0 à la position 1, L1 s'allume, et SW0 de la position 0 à la position 1, L0 s'allume. Voilà, en même temps que L7, pendant le front montant de l'horloge. Voilà ce que je voulais que vous puissiez voir. Donc, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que l'on appelle le circuit synchrone, n'importe comment, hein, c'est des bascules pour la 6e expérience, hein, c'est des bascules synchrones, hein, donc c'est des bascules M74C 175, donc c'est uniquement que des bascules synchrones qui sont reliées entre elles. Voilà. C'est pourquoi que nous avons mis donc et que nous avons choisi le MM74C 175 pour que vous puissiez vous rendre compte que à 5 impulsions sur les entrées d'horloge, que lorsque Q recopie D, ce que je vous disais la dernière fois, donc là, justement, c'est sur l'occasion là que je vais venir, donc Q recopie D, c'est-à-dire que lorsque je mets SW0 sur la position 1, L0 s'allume, donc ça veut dire en d'autres termes que Q recopie D, donc SW0. Et la LED L0 s'allume. Pour 2Q, c'est exactement pareil. 2Q, donc, recopie 2D. N1 s'allume. 3Q pour L2, donc, recopie 3D. L2 s'allume. Et 4Q, c'est pareil. Recopie 4D. Et L3 s'allume lorsque la position des interrupteurs sont sur la position 1. Par exemple, SW2 sur la position 1, SW1 sur la position 1 et SW0 sur la position 1. Jusqu'à là, rien n'est compliqué. Donc L0 allumé, L1 allumé, L2 allumé et L3 allumé. Voilà pour cette pratique. Donc, nous allons refaire une expérience, enfin nous allons refaire la dernière expérience. SW3 est allumé, de la donc SW2 de la position 0 vers la position 1, L2, L3, non L2 allumé, excusez-moi, SW1 de la position 0 à la position 1, N1 est allumé, la LED N1 est allumée, et SW0 de la position 0 à la position 1, L0 allumé. Voilà. Au même titre que L7, hein, pendant que l'allumage se fait à L7, dès que L7 s'allume, les LED L3, L2, L1 et L0 s'allument en même temps que L7. Je tiens donc à le préciser, donc ce qu'on appelle le front montant. Et nous avons branché donc un fil ici, hein, sur le 1 Hz, bien sûr. C'est pour que je puisse vous faire montrer, mais je vous ai déjà expliqué, sur le scope, donc sur l'oscillogramme, vous avez le front montant ici, hein, et le front descendant ici. Nous avons le front montant ici, et nous avons le front descendant, et nous avons également le front montant et le front descendant. Là, nous avons dilaté un peu la trame, mais je vais le mettre sur 1 seconde, qui correspond à 1 Hz, puisque j'ai mis sur 1 Hz, hein, donc la LED. Hein. Vous voyez, donc ça trace au fur et à mesure hein, sur l'oscillogramme. Voilà, là, donc vous avez une fréquence de 1 Hz sur donc 1 seconde, le temps de 1 seconde, donc 20 millivolts par carreau, bien sûr. Donc, ceci étant dit, donc on peut voir donc la décharge, je pense. Oui,
On voit donc la décharge, donc si je dilate, ouais, on voit donc la décharge également. Vous voyez donc, pendant que j'éteins donc l'interrupteur du Digilab, vous voyez donc, vu que les autres interrupteurs SW3, SW2 et SW1 et SW0 et toutes les quatre sur la position 1, systématiquement L3, L2, L1 et L0 s'allument en même temps. Hein. Et là donc nous avons, vous voyez donc la courbe, donc le front montant, vous le voyez bien, le front montant et le front descendant. Donc ça prouve bien que c'est un signal rectangulaire. Voilà. Donc nous remettons donc voilà, donc on voit légèrement donc la décharge exponentielle du condensateur. Voilà. Bon, voilà, donc je vais laisser sur 200 millisecondes. Là, vous avez donc 1, 2, 3. 3 fronts montants et 3 fronts descendants. Alors, il faut savoir que les traits verticaux, malheureusement, ils ne sont pas tracés. Hein. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez le front montant avec un trait vertical et un front descendant ici, et un front montant et un front descendant, et ainsi de suite, un front montant et un front descendant. Voilà. On peut inverser, mais enfin, donc, on reste dans cette position-là. Hein. Donc, voilà, donc nous avons calibré, nous avons fait donc un petit calibrage pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même. Voilà. Donc, sinon, cette pratique donc est relativement facile, hein, malgré qu'il y a pas mal de fils, mais cette pratique est relativement facile. Hein. Voilà, donc nous terminons cette 7e pratique et donc de la 6e expérience, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai mis cela, donc 6e expérience. Hein, donc je remets le schéma, hein, donc pour la bascule, hein, MM.34C 175 et de la 6e expérience, hein, que j'ai marqué cela entre parenthèses. Hein, voilà. Donc vous avez donc le CP1 ici, donc le circuit clock qui alimente toutes les bascules, et au fur et à mesure qu'on met les interrupteurs sur la position 1, etc., SW1, 1, SW2 et SW3, toutes les LED s'allument les unes après les autres. Voilà. Bon, nous avons terminé avec le Digilab, avec cette pratique, je veux dire, donc la pratique 7 est terminée. La pratique suivante, ce sera donc la pratique 8, qu'on va monter donc l'alimentation pour ceux qui veulent monter le Digilab, bien sûr. Pour ceux qui ne veulent pas monter le Digilab, ne tenez pas compte du commentaire, mis à part sur le schéma que je vais faire pour vous expliquer comment on redresse le courant alternatif en courant continu, ainsi que le régulateur, etc., plus les condensateurs de filtrage. C'est là que je vais vous expliquer longuement. Voilà donc pour cette pratique 7. Je vous remercie de votre écoute. Et l'autre pratique, ce sera donc, je démontrerai justement donc la plaque de mon Digilab pour vous faire montrer comment c'est donc à l'intérieur. Voilà, donc vous verrez donc le circuit d'alimentation qui se trouve ici, hein, qui se trouve à l'intérieur du coffret. Nous avons un haut-parleur que j'ai oublié de vous le dire depuis un moment, mais ça, on vous réserve des petites surprises. Voilà. Ceci étant dit, cette pratique étant terminée,
Voilà, donc je vous dis donc à bientôt et bonne fin de soirée et bonne journée en même temps pour ceux qui, je pense, dans d'autres pays étrangers. Voilà, donc à bientôt et bye bye. À plus. J'ai oublié de vous dire en même temps que nous vous renvoyons à la théorie 7, bien sûr, de cette pratique-là. J'avais totalement oublié. Voilà, donc je vous dis à bientôt. À plus. Étude du fonctionnement d'un oscillateur asymétrique. Cette cinquième expérience, étude du fonctionnement d'un oscillateur asymétrique. Au cours de la troisième expérience, vous avez pu noter que le temps d'extinction et le temps d'éclairement de la LED étaient identiques. En effet, le signal de sortie de l'oscillateur est un signal rectangulaire comme représenté à la figure 6. Voir la vidéo numérotée 140. Bascule de Schmitt et de son fonctionnement. Sa période d'oscillation est de 1 seconde. Ce signal rectangulaire est symétrique, étant à l'état haut 1 demi-seconde et à l'état bas 1 demi-seconde également. Il peut s'avérer utile d'obtenir un signal asymétrique, c'est-à-dire dont les durées de l'état haut et de l'état bas sont différentes. Le temps d'éclairement de la LED sera, par exemple, supérieur au temps d'extinction. Dans cette expérience, le circuit réalisé vous permet d'obtenir un tel signal asymétrique. 7.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation et enlever tous les composants et les liaisons relatifs au circuit réalisé précédemment. B. Introduisez sur la matrice un circuit intégré MM74C14, un condensateur électrolytique au tantal de 1 microfarad de 10 volts, en respectant les polarités, une résistance de 2,2 mégooms, rouge, rouge, vert, or, et une de 470 kiloohms, jaune, violet, jaune, or, dans les positions indiquées à la figure 14A. Enfin, effectuez les liaisons indiquées. La figure 14B représente le schéma électrique du circuit réalisé. 7.2. Essai de fonctionnement. A. Brancher l'alimentation. Le circuit se met à osciller avec une fréquence d'environ 1 Hz. En effet, la LED L0 s'allume et s'éteint à cette même fréquence. Les temps d'extinction et d'éclairement sont à peu près identiques, c'est-à-dire environ 1 demi-seconde. Le signal de sortie est donc symétrique. B. Débrancher l'alimentation. Insérez sur la matrice une résistance de 100 kiloohms, marron, noir, jaune, or et 2 diodes D1 et D2 de type 1N 4148. Vous modifiez ainsi le circuit comme illustré à la figure 15A. Le schéma électrique correspondant est situé à la figure 15B. C. Brancher l'alimentation. Le temps d'éclairement de la LED L0 est plus long que le temps d'extinction. En effet, la LED est allumée quand la sortie du circuit est à un niveau H. Ainsi, seule la diode D1 conduit, tandis que la diode D2 est polarisée en sens inverse et se comporte comme un interrupteur ouvert. Le fonctionnement du circuit est alors équivalent à celui représenté à la figure 16A. Sa période est d'environ 1 seconde, la sortie étant à l'état H, environ 1 demi-seconde. Par contre, quand la sortie passe au niveau L, la diode D2 conduit et la diode D1
polarisé en sens inverse se comporte comme un interrupteur ouvert. Le circuit devient équivalent à celui représenté à la figure 16b. Durant cet intervalle de temps, la période d'oscillation vaut environ un quart de seconde. La durée d'extinction de la LED vaut la moitié de cette période d'oscillation, soit un huitième de seconde. Dans ce montage, la somme des temps de décharge et de charge du condensateur est différente selon que la sortie est à l'état H ou à l'état L, car les résistances en série avec les deux diodes sont différentes. D. Débrancher l'alimentation et interchanger les deux résistances. E. Brancher l'alimentation. Les durées d'allumage et d'extinction de la LED sont inversées par rapport à celles observées précédemment. F. Vous pouvez tester plusieurs fois ce montage en modifiant les valeurs des résistances R, A et RB. Vous observerez les variations sur les temps d'allumage et d'extinction ainsi que leur périodicité. Ce type de circuit générant un signal dissymétrique peut être très utile. Vous pouvez calculer la période d'oscillation de la façon suivante. Temps pendant lequel la sortie est à l'état H égale 1,1 multiplié par R, A, multiplié par C. Temps pendant lequel la sortie est à l'état L égale 1,1 multiplié par RB multiplié par C. Période totale T égale 1,1 RA multiplié par C plus 1,1 RB multiplié par C égale 1,1 multiplié par RA plus RB multiplié par C. Fréquence du signal F égale 1 divisé par T égale 1 divisé par 1,1 multiplié par RA plus RB multiplié par C. Vous avez étudié la notion de logique synchrone et la nécessité de disposer d'un signal d'horloge. Sixième expérience, essai de fonctionnement des circuits logiques synchrones. Vous avez étudié la notion de logique synchrone et la nécessité de disposer d'un signal d'horloge pour commander au même moment plusieurs circuits. Vous allez effectuer une expérience simple qui vous aidera à mieux assimiler cette notion de logique synchrone. Pour réaliser cette expérience, vous utiliserez un nouveau circuit intégré, le MM74C175, dont le schéma est reporté à la figure 17A. Ce circuit comprend 4 bascules D, dont les entrées clock et clear sont communes. La figure 17B vous présente la table de fonctionnement pour chaque bascule D. Ces bascules sont activées par un front montant indiqué par la flèche haute et appliqué sur l'entrée clock. L'entrée clear est active au niveau L. Avec cette condition, Q est à l'état L et Q bar est à l'état H, indépendamment de l'état logique des autres entrées, symbole X dans les colonnes clock et D. 8.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation, enlever tous les composants et les liaisons relatifs à l'expérience précédente. B. Introduisez sur la matrice le circuit intégré MM74C175 en le positionnant comme indiqué à la figure 18A, puis effectuez les liaisons indiquées. Notez en particulier la liaison entre les contacts COM1 et 1 Hz qui permet la mise en service du premier générateur d'horloge du Digilab. Le circuit réalisé est représenté à la figure 18B. L'entrée d'horloge commune aux 4 bascules est reliée au contact CP1 où arrive le signal d'horloge de 1 Hz. La LED L7 permet de visualiser ce signal d'horloge.
Les entrées D des bascules sont reliées aux interrupteurs SW0, SW1, SW2, SW3 et les sorties correspondantes aux LED L0, L1, L2, L3. 8.2. Essai de fonctionnement. A. Mettez les interrupteurs sur la position 0. B. Branchez l'alimentation. Le générateur d'horloge fonctionne et délivre un signal de fréquence 1 Hz signalé par la LED L7. Les LED L0, L1, L2 et L3 sont éteintes. C. Observer les LED L3 et L7 et commuter l'interrupteur SW3 sur la position 1. La sortie Q de la quatrième bascule passe à l'état H et la LED L3 s'allume. Cette dernière ne s'allume qu'au front montant d'horloge, signalé par l'allumage de L7. En d'autres termes, vous observez que les LED L3 et L7 s'allument au même instant. La LED L3 reste ensuite allumée car l'interrupteur SW3 est toujours sur la position 1. D. Essayez les différentes combinaisons réalisables avec les 4 interrupteurs. Les LED correspondant aux interrupteurs en position 1 s'allument, celles correspondant aux interrupteurs en position 0 s'éteignent, toujours à l'instant où la LED L7 s'allume. Ceci est un exemple de circuit synchrone. C'est-à-dire que les 4 bascules ne prennent en compte simultanément les 4 données présentes sur leur entrée qu'au moment déterminé par le front ascendant de l'horloge. Ainsi, le fonctionnement des 4 bascules est synchronisé par un signal d'horloge. De plus, les changements d'état logique survenant à tout moment à l'entrée des bascules ne sont finalement pris en compte qu'à un instant bien déterminé. Ce type de circuit permet de synchroniser différents événements qui peuvent arriver sur 4 entrées logiques. C'est le cas avec 4 interrupteurs. Dans la prochaine pratique, vous l'équiperez d'une alimentation régulée et ferez de nouvelles expériences de plus en plus intéressantes. Merci de votre écoute. À bientôt.